Bonjour à tous et bienvenue sur This is Our Maternity, votre talk show consacré spécialement à la maternité. Et aujourd'hui, avec un sujet qui est, ma foi, qui suscite beaucoup d'interrogations, en tout cas, et de débats, qui est l'enfant roi. Mais tout d'abord, je tenais à me présenter. Je suis Lucille, musicothérapeute clinicienne, experte auprès des femmes enceintes, des mères et de leurs enfants. Et à mes côtés, pour co-animer cette émission, Annie, qui est coach en estime de soi au féminin, et Elodie, qui est accompagnatrice périnatale. Toutes les trois, nous avons décidé de nous réunir 2 fois par mois pour parler et déconstruire nos croyances sur la maternité, mais également porter votre voix, parce qu'il est temps de changer. Time to change the game. Donc l'idée, c'est que vous puissiez interagir avec nous, parce qu'on n'est pas là pour faire des monologues, mais vous pouvez interagir avec nous en commentaire. Donc là, il y aura Elodie qui viendra pour porter votre voix si vous avez des difficultés ou si vous n'osez pas parler. Il y a toujours cette possibilité. Elle sera là pour faire défiler en tout cas les questions et les réponses. Et nous, on sera là aussi pour vous accompagner. Et de l'autre côté, vous avez aussi la possibilité, puisque c'est vraiment un talk show, donc on vous incite, on vous encourage à parler avec nous, à soit enlever vos caméras, soit parler avec vos caméras éteintes, mais à interagir avec nous sur cette question. Et donc ce soir, nous parlons de l'enfant roi. Je vais donc laisser la main maintenant à Annie, qui va poursuivre le cours de cette émission. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je suis Annie, coach spécialiste en estime de soi au féminin. Merci pour la présentation, Lucille. Je travaille avec les femmes, notamment les mamans, qui ont à cœur de reprendre confiance en elles et surtout de côtoyer l'estime de soi, qui n'est pas évidente dans notre société. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'enfant roi. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? Tout simplement parce que je pense que tout parent, à un moment, à un autre, a eu peur d'être submergé par l'éducation de son enfant, par le comportement de son enfant. Et surtout, c'est une notion qu'on entend tellement souvent. Donc, on va se poser les bonnes questions ce soir. Est-ce que l'enfant roi existe réellement? Pourquoi est-ce qu'on le craint autant? Qu'est-ce que ça peut provoquer justement comme circonstance, le fait de tout le temps penser à l'enfant roi? Nous allons aborder toutes ces thématiques-là. Alors, vraiment, ce soir, c'est interactif. Si vous avez des témoignages, si vous avez quoi que ce soit à nous rapporter, n'hésitez pas. Le but de cette émission, c'est vraiment de vivre nos maternités au mieux. Et malheureusement, nous n'avons pas assez d'espace. C'est pour cela qu'on a créé cette safe place dans laquelle on n'est pas jugé, on échange, parfois on n'est pas d'accord et ce n'est pas grave. Le but, c'est pas que tout soit tout rose, mais bien d'acquérir des connaissances, d'améliorer peut-être notre façon de penser, de progresser tout ensemble. Merci Alors, beaucoup. je laisse celui-ci l'enchaîner et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à nous les écrire dans le chat ou alors à les poser directement, à lever la main. Nous sommes là pour échanger. Merci beaucoup. Alors oui, je reprends la main là-dessus sur l'enfant roi, parce que de quoi parle-t-on finalement lorsqu'on parle d'enfant roi? Lorsqu'on imagine un enfant roi, on parle d'un enfant qui est sans limite, qui au niveau social ferait tout et n'importe quoi, ferait tourner ses parents entre guillemets en bourrique et qui n'arriverait pas à réguler ses émotions à tel point que sa frustration serait tellement immense qu'il arriverait à faire des caprices. Moi, j'ai envie déjà de commencer par ce mot, les caprices. D'après vous, que sont les caprices en réalité? Et est-ce qu'un enfant est réellement capable de faire des caprices? Parce que lorsqu'on parle de cette notion-là de caprice, elle est directement liée à l'enfant roi. Et en réalité, il faut savoir qu'en fonction de l'âge, nous ne pouvons pas faire de manière physiologique de caprices. Peut-être plus tard, mais peut-être qu'on peut parler de caprices à l'adolescence, peut-être qu'on peut parler de caprice à l'âge adulte, et à ce moment-là, c'est sous couvert de codes aussi sociaux qui ont été intégrés, et puis d'une certaine maturité cérébrale qui permettent de faire des caprices. Mais qu'on parle de l'enfant roi, c'est souvent sur des petits-enfants, et on va parler aussi du terrible two, ce moment où l'enfant est tellement submergé par ses émotions que du coup il finit par être dans des colères explosives que les parents trouvent souvent incontrôlables et qui font dire à d'autres, à tort et à travers, que peut-être cet enfant-là n'est pas assez cadré, qu'il n'a pas assez de limites et que du coup, ça va être un petit
capricieux qui va mener son monde et quel adulte, puisque la question finalement fondamentale, c'est quel adulte cela va donner. Et derrière, sous-jacent, c'est cette peur de l'adulte en devenir. Parce que nous ne faisons pas que des enfants, nous faisons aussi des hommes et des femmes en devenir et qui vont porter aussi leur voix dans cette société. Et du coup, on a un petit peu peur de la tyrannie à la fois de l'enfant, mais la tyrannie plus tard, en fait, sur le plus long terme, de l'adulte. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque lorsque je vous parle de tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de me répondre? Je vous laisse la main. Alors, avant toute chose, moi, je vais revenir sur la notion de caprice. Parce que, comme tu dis, on attribue toujours le caprice à l'enfant. Or, le caprice que l'on peut retrouver chez l'enfant, c'est plus le fait de ne pas savoir s'exprimer. Parce que parfois, l'enfant ne sait pas comment s'exprimer. Donc, du coup, il va avoir des réactions auxquelles on ne s'attend pas. Et tout de suite, on va pointer du doigt, il fait un caprice. Est-ce que ce serait pas plus intéressant d'essayer de comprendre ce qu'il veut dire, en fait, ce qu'il essaye d'exprimer? Et est-ce qu'on prend réellement le temps de comprendre ce qu'il veut exprimer? Eh bien, pas toujours, malheureusement. Parce qu'on est pressé, on est dans notre quotidien, on a les courses à faire, on a le travail, on a ceci, on a cela. Donc, on omet d'essayer de le comprendre, en fait. Il fait de son mieux, c'est pas toujours agréable, très honnêtement, c'est pas toujours agréable, mais je pense que la notion de caprice, elle vient de là, en fait. Elle vient du fait qu'on n'essaye pas d'entamer une forme de dialogue, d'essayer de comprendre ce que veut dire l'enfant et que tout de suite, on part à la charge. Quoi. Il fait exprès, il veut m'embêter, il veut m'humilier devant tout le monde. Pour moi, il y a quelque chose de plus profond à creuser. Mais on a du mal, nous déjà en tant qu'adultes, à se dire, ben, je peux échanger avec mon enfant parce qu'on est persuadé que les enfants n'ont pas les facultés nécessaires pour parler correctement, en fait. On pense qu'on ne peut pas entamer de réel dialogue. Donc, dès lors, on se met des croyances limitantes, on bloque tout dialogue et c'est à partir de là que ce pseudo-caprice apparaît. Moi, c'est mon ressenti, en tout cas. Est-ce que d'autres ont envie d'interagir sur ce sujet, sur ce canif de... Oui, Alors, moi j'aimerais aussi rebondir. Je suis d'accord avec ce qu'on a vu. Vous m'entendez bien? oui, oui, oui. Ah, Élodie, je te d'accord. laisse regarder. Je pense qu'il y a eu un commentaire. Je te laisse la main. Voilà. Mm. Oui, Vas-y, Marca. donc je disais que je suis vraiment d'accord avec ce que Annie a dit, parce que c'est vrai que quand on utilise le mot caprice, à chaque fois c'est un mot qui veut tout dire et qui ne veut rien dire en même temps. Et en tant que maman, en tant que parent, on doit rester très vigilant. En tant qu'adulte, on doit rester très vigilant quand on utilise ce mot parce que moi, j'invite toujours les mamans à regarder un peu derrière ce mot caprice, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que l'enfant essaye d'exprimer? Pour moi, c'est plus une forme de communication. L'enfant essaie d'exprimer quelque chose, mais il n'a pas les bons mots, il n'a pas le bon langage, il n'a pas le langage adéquat. Donc, c'est vraiment très important de faire attention. Et je demande toujours aux mamans, et j'insiste, je demande toujours de ne jamais négliger le parcours de son enfant, de ne jamais, jamais négliger, parce qu'on peut avoir deux enfants, mais qui n'ont pas forcément le même parcours. Chaque enfant a son vécu. Donc, à chaque fois qu'on voit ce fameux caprice arriver, c'est important de ne pas perdre de vue le parcours. Et c'est ça qui va nous permettre justement de pouvoir trouver des solutions, d'aborder les choses d'une manière différente et constructive. Sinon, on va se dire, oh, ben allez, tu arrêtes tes caprices, maintenant ça suffit, hein. Bon, on va jouer. Mhm. On va demander à l'enfant d'aller peut-être faire quelque chose, d'aller poser une action alors qu'il avait un besoin, peut-être qu'il a envie de te dire que ben là, tu ne m'écoutes pas, ou j'ai peur, j'ai besoin de telle ou telle chose. Mais quand on utilise le mot caprice, c'est un raccourci qui nous fait parfois passer à côté d'une belle expérience au final, hein. Avec nos enfants, on va se retrouver avec des besoins qui ne sont pas comblés, qui vont engendrer d'autres soucis. Donc, on doit vraiment faire très attention avec ce raccourci. Toujours chercher un peu derrière qu'est-ce qui se cache. Et ça permet de beaucoup évoluer avec ses enfants dans le parcours de l'éducation. Donc, voilà ce que je voulais rajouter.
Alors moi, j'aimerais ajouter autre chose parce que je pense qu'à la fois Annie, à la fois Marca, vous avez souligné deux choses importantes. La première, c'est qu'on va pas parler du caprice de l'adolescent. On va souvent parler du caprice du petit enfant. Et Marca, ce que tu as ajouté, c'est qu'il y a des difficultés à communiquer avec son enfant, pas forcément les mots, et que du coup, on va se dire que comme il n'a pas les mots, eh ben, on va prendre le dessus Alors, et décider de certaines. Lucille, par moment, ça coupe en fait. Donc, je sais pas si ce sont peut-être Ah tes zut! écouteurs. Par moment, ça coupe. Attends, je vais un écouteur. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, là, c'est beaucoup mieux. D'accord. Bah alors, je vais faire sans écouteur. Donc, je disais qu'il y avait deux points qui avaient été soulevés et que je trouvais très importants sur ce sujet avec à la fois Annie et Marca. Le premier, c'est la définition même du caprice, qui est principalement une connotation qu'on va donner au petit enfant, pas à l'adolescent ni à l'adulte. Son caprice lorsqu'il a 14 ou 15 ans. Mais on va plutôt le faire pour les 0-7 ans, où on va considérer que l'enfant fait un caprice en réalité. Et le deuxième point que Marca a soulevé, c'est la difficulté à communiquer, c'est-à-dire la difficulté pratique de l'enfant à pouvoir mobiliser le langage pour pouvoir dire réellement, communiquer son besoin. Et là, ce que ça soulève, c'est la difficulté du parent à comprendre ce langage. Et donc, ça fait appel à quelque chose, encore une fois, moi je reviens sur l'aspect psychologique, qu'on appelle la transparence psychique, c'est-à-dire se mettre au niveau de l'enfant. Cette transparence psychique, elle se met en place dès lors même que l'on pense à concevoir l'enfant. Elle est à degré plus ou moins élevé en fonction de notre vécu, en fonction de notre propre éducation, de la manière dont les personnes de notre entourage ont pu se comporter aussi avec nous. Donc, elle est directement liée à la fois à notre manière, à notre capacité d'interagir avec les enfants, mais aussi, bien sûr, à nos besoins qui ont été plus ou moins répondu à nos styles d'attachement et qui fait qu'on va avoir plus ou moins de difficultés à interagir avec l'enfant. Parce que lorsqu'on se dit non mais là je ne te comprends pas, il est en train de faire n'importe quoi, c'est pas possible, il est en train de faire un caprice, ça c'est ce que le cerveau trouve comme raccourci pour simplement dire en fait là c'est une situation que tu n'arriveras pas à gérer, c'est une situation qui est beaucoup trop difficile, donc on passe sur ce qui est socialement entendu, que l'enfant est en train de faire un caprice et qu'il est en train de nous manipuler. Sauf que l'enfant n'est pas en train de manipuler à ce moment-là parce que son néocortex est beaucoup trop immature pour le moment pour pouvoir mettre en place toute une logistique cérébrale pour pouvoir mentir, pour pouvoir faire un caprice, pour pouvoir agir de cette manière-là. Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un enfant de 0 à 7 ans, il a simplement des besoins et une difficulté de communication. Par contre, il y a des possibilités et des outils qui existent à ce niveau-là, même lorsque l'enfant est tout petit. C'est ce qu'on voit par exemple avec le Dustin Baby Language, où c'est une Australienne, une maman chanteuse, qui a pu découvrir au fil de l'eau que son enfant et puis les bébés qu'elle pouvait voir au parc avaient la même manière d'interagir, avec la même manière d'utiliser le 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 no. Ce genre de choses, en fait, qu'on va considérer comme du non-langage, est en réalité le prémisse, c'est du pré-langage, en fait, c'est de la pré-linguistique de l'enfant pour pouvoir essayer d'interagir avec nous. C'est-à-dire qu'à la fois, il essaie de capter ce que nous, on dit, mais il est déjà, dès la naissance, en capacité d'interagir avec nous, si on est en train d'essayer de l'écouter et de comprendre que ce langage, finalement, est en construction et qu'il y a quand même des bribes, des choses que l'on peut retrouver, notamment lorsque l'enfant a faim, où il va faire ou lorsque du coup il a envie de dormir, où il va faire ou ce genre de choses, où on va le voir à la fois au niveau psychocorporel, dans ses mouvements, lorsque du coup il va toucher sa bouche et faire ce genre de choses, ça va par exemple dire qu'il a faim. Et ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. Mais comme tu le soulignais, Annie, dans notre environnement où du coup tout va très, très vite, tout est très fast, et ben en fait, on oublie de regarder ce moment en fait de communication que l'enfant peut avoir avec nous. Et comme on le perd de vue, on ne peut pas le comprendre. Et comme on ne le comprend pas, et qu'on a peut-être ce bagage éducatif et ce bagage émotionnel aussi que nous, on prend entre 0 et 7 ans et après de notre expérience, et ben on va avoir des difficultés à interagir avec notre enfant et raccourci, caprice. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose là-dessus?
Ou est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a un point, et puis j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Je pense que le souci aussi là, dans tout ça, c'est le besoin de contrôle des parents. Parce que à force de vouloir contrôler les choses, au lieu de tout simplement se poser et puis explorer la situation, en fait, essayer de comprendre ce qui se passe, on va être dans il dérange. Voilà, il dérange. Donc, il faut qu'il se taise. Là, c'est le besoin de contrôle des parents, en fait, qui bloque totalement la situation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce besoin de contrôle-là n'est pas justement le plus gros du problème, au-delà du comportement de l'enfant? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou alors à mettre comment ça s'appelle? Votre micro, voilà, votre micro, même si vous ne mettez pas la caméra, c'est pas grave. N'hésitez pas à répondre. Mais moi, je Euh, pense quand même que le besoin de contrôle est important. Oui, j'aimerais rebondir sur une constatation, une observation que j'ai faite aussi avec les mamans, parce que quand je leur explique que, voilà, par rapport aux caprices et tout ça, il faut quand même prendre le temps d'essayer de comprendre. Et il y a beaucoup de mamans pour qui c'est un peu trop leur demander prendre le temps de comprendre son enfant et tout ça. En fait, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup me disent que, enfin, j'ai pas le temps, en fait, de le faire tout le temps. Elles ont justement besoin de contrôler, d'être sûres qu'elles gèrent de manière rapide. Donc, c'est ça aussi le souci qu'on doit pouvoir, qu'on doit pouvoir gérer, en fait. On doit pouvoir gérer ça. Parce que moi, maintenant, enfin, ça ne m'embête pas de prendre le temps, de prendre le temps d'observer la scène aussi. Parfois, ton enfant, il fait le caprice, ben, t'observes un peu parce que je me bats pour dépasser ce stade de la honte, hein, dont on avait parlé, hein, la fois passée. Ces moments où tu es gêné et tout ça, ton enfant en train de péter un câble là, de faire une crise. Mais à partir du moment où on dépasse ça, ben, on découvre beaucoup de nouvelles choses et ça nous donne justement des clés aussi pour pouvoir mieux réagir. Parce que quand l'enfant est à ce stade de caprice, tant que nous, on ne trouve pas la manière, ben lui, ça sera aussi sa seule expression. Parce que une seule chose qu'il aura trouvé, c'est notre attention. Ça sera sa seule manière d'attirer l'attention. Donc, ça va se répéter, se répéter, se répéter. Et on doit faire très attention à ça. Parce que si on parvient à comprendre ce qui se cache derrière, donc ça nous permettra d'avoir des clés, en fait, pour pouvoir réagir. Parce que les enfants, ils savent que, ah, tu ne l'as pas compris, tu ne l'as pas entendu, tu ne lui as pas parlé, au moins tu as réagi. À partir du moment où il sait que si il pose telle action, tu as réagi. Ben, lui, il va comprendre que je dois reproduire ce geste, cette action qui énerve ma maman. Lui, il ne se dit pas qu'il l'a énervé. Lui, il se dit que j'ai attiré son attention. Elle m'a entendu, elle m'a regardé. Donc, c'est un peu le piège, son propre piège dans lequel on peut tomber, en fait. Parce que ça fait partie des prémices aussi. C'est-à-dire que lorsque l'enfant n'a pas été entendu dans ce pré-langage, en fait, il va mettre en place tout un système pour pouvoir être entendu. Et donc, la première chose qu'il va faire, c'est essayer d'attirer l'attention. Et donc, effectivement, sur des choses où ben, ça interagit avec l'environnement propre de la mère ou du père pour essayer de capter son attention. Et là, c'est le moment où c'est le plus difficile parce qu'on se dit, non, mais c'est pas possible, je lui ai dit de ne pas toucher à ça, il touche ça. C'est pas possible. Et notamment dans notre manière de communiquer. Alors moi, je ne dirais plus caprice, je dirais expression émotionnelle ou communication prélinguistique, par exemple pour les 0-6 ans. Mais il est en train d'essayer de capter notre attention et à nous de voir après comment est-ce qu'on peut interagir pour essayer de non pas le stopper, mais d'essayer de l'aider à cultiver et à développer son intelligence émotionnelle. Parce que qu'est-ce qui se joue là aussi? C'est favoriser le terreau pour que votre enfant puisse développer son intelligence. Alors bien sûr, il y a l'instruction, il y a toutes sortes de choses, mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Et dans l'intelligence émotionnelle, il y a les interactions sociales, les interactions interpersonnelles. C'est-à-dire que mieux il va communiquer avec vous, et il va s'entraîner avec vous, et plus il aura de facilité à communiquer avec le monde extérieur. Ça comprend l'école, ça comprend les professionnels de santé, ça comprend les autres adultes dans la famille élargie, les amis et compagnie, et puis plus tard, en grandissant, bah, dans ses relations lui-même interpersonnelles, et puis au travail, plus tard, et dans toute sa vie d'être humain, en fait. Donc, pouvoir commencer à répondre aux premières interactions et aux premiers moments où votre enfant essaie d'attirer votre attention,
En fait, le moment où il essaie d'attirer votre attention, c'est que déjà, il doit faire cet effort-là supplémentaire, il doit gravir une marche supplémentaire pour vous dire, hey, je communique avec toi en fait. Je suis en train de te dire quelque chose et je t'interpelle. C'est avant en fait que ce terreau-là doit être mis en place. Et ça va lui permettre d'avoir déjà un cadre où il sait qu'il sera entendu. Et là, du coup, je pivote sur le cadre parce que ça fait partie des aspects importants qu'on rappelle lorsqu'on parle de l'enfant roi. Oui, mais en fait, un enfant qui fait que ce qu'il veut ou qui interagit n'importe comment, mais bon, c'est un enfant qui on ne met pas assez de cadre. Sous-entendu, limite, et cette limite doit être est souvent perçue comme coercitive, c'est-à-dire qu'elle doit être vraiment très, très, très serrée et compagnie, et qu'il n'y a pas possibilité d'en sortir. Et je pense que là aussi, ça fait partie des faux pas que l'on peut avoir avec notre enfant. C'est-à-dire que, bien entendu qu'il faut un cadre, je ne reviendrai pas là-dessus, bien entendu qu'il faut un cadre sécurisant, favorisant les interactions avec votre enfant, mais également permettant de communiquer et de le faire revenir aussi sur ses erreurs, qu'il puisse réfléchir à ce qu'il a fait, qu'il puisse aussi gagner en autonomie et pas devenir individualiste. Parce que moi, je mets en opposition l'autonomie et le moment où on devient simplement purement individualiste. Individualisme implique une forme d'égoïsme et du coup, on se ferme des interactions et des connexions sociales et ça nous empêche d'avancer dans nos vies d'êtres humains. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter là-dessus? J'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en commentaire, Elodie. Hein. Alors, je vois qu'on nous a rejoint. Est-ce que Laura, tu auras envie de dire quelque chose? Annie ou Ena ou Alors Marika? justement, j'allais parler du cadre parce que très souvent, donc je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit en commentaire, donc on parlait du regard des autres. Très souvent, le cadre, en fait, on va le baser sur le regard des autres, c'est-à-dire le regard de la famille, le regard des gens au supermarché, le regard de telle ou telle personne, mais on ne prend pas le temps de créer un cadre qui est sain et constructif tant pour le parent que pour l'enfant. Donc là, déjà, il y a un problème, c'est-à-dire que on se laisse définir par quelque chose qui n'est au final pas important parce que le regard des autres, de toute façon, ne définira pas la vie de l'enfant, tout comme il ne définit pas on va dire, la qualité, entre guillemets, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, on pense que un parent, s'il doit avoir certaines qualités, on définit sa qualité en fonction de ce qu'il arrive à faire de son enfant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, déjà là, le rapport, il est faussé. Et à force de créer des cadres qui ne sont pas du tout adéquats, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On frustre l'enfant. Et l'enfant, il est frustré, donc il a des réactions de plus en plus excessives. Seulement, le parent, généralement, ne se remet pas en question. Donc là, c'est encore plus problématique parce que tu as un enfant qui essaye désespérément de se faire entendre. Le parent, il a mis une barrière. Donc forcément, ça vire au clash tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'enfant, il va cultiver en fait ce mécanisme-là. Ce mécanisme de toujours s'énerver, ce mécanisme d'être toujours en colère contre quelqu'un, de vouloir exprimer les choses, mais de ne pas prendre le temps de réellement les exprimer. Et malheureusement, on va dire que c'est un enfant capricieux. Alors que ce n'est peut-être pas le cas. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, quand on est petit, on n'a pas le temps de cogiter à toutes les stratégies militaires pour mettre en place, pour partir en guerre contre le parent, contre je ne sais pas qui et tout. Mais parce qu'il y a une incompréhension de base, inévitablement, cette incompréhension, elle se retrouve dans la famille, ce qui est très difficile à gérer, tant pour l'enfant que pour l'adulte, en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez des retours à faire là-dessus, si quelqu'un veut s'exprimer également. Je pense que ça, c'est un thème quand même qui est très important à voir. Alors moi, j'aurais envie de rebondir sur une chose. Sur le côté, ce qui me vient en tête, c'est le côté, le manteau de la mère ou le manteau du père, celui qu'on va revêtir à partir du moment où on va devenir parent et on va essayer de prendre, comme tu dis, l'image sociale de la bonne représentation de la bonne mère ou du bon père et de ce qui va être en réalité, sans effectivement revenir à soi et se poser les questions de qu'est-ce qu'on aurait envie. Moi, j'incite beaucoup à faire un projet de grossesse pour pouvoir faire en sorte d'avoir, si on est en couple,
mettre en commun aussi notre pensée de l'éducation, parce que ça fait partie de la transparence psychique, le fait de revenir aussi sur sa propre enfance, sur sa propre éducation, et de savoir si ça correspond finalement en réalité ou pas à nos propres valeurs. Je pense qu'il est important de revenir déjà en tant que parent lorsque, bah oui, en fait, on est parent, donc on va devenir en fait chef de famille, chef d'un bateau, d'une famille, d'une entité en tout cas. Et donc, ça met tellement de poids qu'on oublie aussi de se poser les bonnes questions, à savoir quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, quelle est ma situation actuelle, vers où est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont mes priorités, pas celles du voisin, de la voisine ou de l'ami très proche qui pourrait très bien donner des conseils, mais finalement qui ne correspondent pas à mes propres envies. Et du coup, ben, posez-vous ces questions-là. C'est important, en fait, de se poser ces questions-là. Et en fait, je pense que c'est des questions qu'on peut se poser au fur et à mesure du développement aussi de l'enfant pour pouvoir essayer de mettre en place une communication avec lui et puis de voir en fait si réellement dans notre positionnement, est-ce qu'on est parti pour dire absolument oui tout le temps à notre enfant ou est-ce qu'effectivement on a défini un cadre clair et à partir du moment où vous êtes en accord avec votre conjoint ou toute seule, et ben en fait, ça permet quand même déjà d'être plus sécurisé face à la société lorsqu'on vous dira ah oui, mais ton enfant fait oui, mais moi, mon cadre est ainsi et vous serez ancré et ferme aussi sur vos intentions et sur l'éducation que vous aurez envie de donner à votre enfant. Je sais, Marca, que tu as envie de dire quelque chose et je vois aussi Elodie. Donc, je vous laisse décider entre vous de celle qui a envie d'interagir en premier. Oui, c'était pour lire le commentaire de Laura, qui a marqué: comme éducatrice spécialisée, je réfléchis souvent à mes interventions, biaisée totalement par mon travail, et j'essaye d'être bienveillante tout en mettant un cadre. Et c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile de voir à quel moment on prend la mauvaise direction, autant dans un sens que dans l'autre. C'est vrai que, enfin, sur le coup, c'est difficile en fait de réfléchir et d'agir en même temps. Et je pense que ce qui est important dans ces moments-là, c'est agir et puis après, repenser à la manière dont on a agi, savoir si c'était en accord avec nos valeurs. Et si c'était pas en accord, ben, réfléchir à comment faire la prochaine fois. Et pas se mettre la pression à dire, oh là là, attention, il y a quelque chose, il faut que je réagisse bien, quoi. Enfin, plus on va se mettre la pression et moins on réagira de la bonne manière, on va dire. Mm. Oui. Ce que je voulais rajouter, ça va justement dans le même sens, hein. Je voulais beaucoup parler de la pression qu'on a tendance à se mettre parce qu'en fait, il y a plusieurs points qui se rejoignent parce que d'un côté, on a le regard des autres, puis il y a ce moment où on se met la pression et parfois on va recevoir des conseils ou bien observer un peu les autres mamans qui semblent avoir réussi, entre guillemets, on va dire. Ben, on va se mettre tellement la pression, penser que on n'est pas une assez bonne mère, se dire que c'est peut-être trop tard. En fait, c'est une pression, on se raconte des histoires, en fait. Et moi, j'ai juste envie de dire à chaque maman, ben, commence où tu peux, commence avec le bagage que tu as, mais commence quelque part. Et c'est important de te focaliser sur la vie de tes enfants parce que il faut absolument éviter de mettre les enfants dans les petites cases parce que c'est souvent ça qui nous cause les vrais problèmes. À partir du moment où on met les enfants, on enferme nos enfants dans les petites cases, c'est là qu'on a beaucoup de soucis parce que tu t'attends à ce qu'ils puissent réagir comme le copain, comme X, Y, comme toi-même quand tu étais petite, alors que non. Concentre-toi un peu sur le parcours de ton enfant, qui il est, de quoi il a réellement besoin. Et c'est ça qui va nous aider. Mais il faut y aller tout doucement, prendre le temps. Le temps que ça prendra, mais y aller vraiment tout doucement. Être prête à commettre des erreurs aussi, hein, parce que voilà, ça fait partie de notre parcours. Parce que on a souvent honte parce que parfois il y a des erreurs qu'on va commettre et c'est visible par tout le monde et tout ça. Et ça, c'est pas toujours évident à gérer. Mais il faut être prête, être prête à se dire, ben voilà, je vais tomber quelquefois, mais au moins je suis en train d'essayer, je comprends mon enfant et j'essaye de trouver les clés, en fait. J'essaie de trouver les solutions qui vont m'aider
plutôt que de se braquer, de se dire, oui, comment ça se fait que moi, je n'arrive pas, quand je regarde telle ou telle, elle a l'air de bien s'en sortir. C'est comme aujourd'hui, j'étais en train d'écouter une vidéo d'une maman enfin, qui discutait avec sa fille, sauf qu'elle avait déjà la vingtaine. Et sa fille se plaignait de tout ce qu'elle avait vécu, elle a subi des abus. Et sa maman ne parvenait jamais en fait à s'exprimer. Elle était toujours fermée. Et c'est seulement maintenant qu'elle lui dit qu'elle aussi elle a subi des abus, mais qu'elle n'a jamais trouvé les mots. Elle ne savait pas du tout comment s'y prendre. Donc, elle était encore en train de s'occuper de la petite fille blessée qui est à l'intérieur d'elle et elle était limite incapable en fait de s'occuper de sa fille. Et ça, c'est ce que nous avons beaucoup hein, en tant que parents. C'est pour ça que je dis on doit arrêter de nous mettre la pression. C'est tout un travail. Hein. C'est facile à C'est dire, ça. mais c'est vraiment tout un travail, vraiment de longue haleine. Mais voilà. C'est exactement ça, c'est tout un travail. J'aurais envie de dire même qu'on n'est pas en train de passer le bac de la parentalité en réalité, hein, puisque c'est un chemin qui va se mener jusqu'à la fin de notre vie. À partir du moment où ce petit être arrive chez nous, jusqu'à ce que nous, bah, on le laisse partir, évoluer, et puis qu'on puisse aussi bah, disparaître de ce monde, puisque le cycle est ainsi fait. Donc, en fait, on n'est pas dans une compétition vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de nous-mêmes, on est dans de l'apprentissage. Je pense qu'il n'y a rien de plus important, en fait, que de comprendre que devenir parent et devenir maman, c'est un apprentissage tout au long de la vie. Et donc, ça nécessite d'être réévalué, de prendre le temps. Et effectivement que sur le moment, lorsqu'un enfant réagit d'une manière qui ne nous semble pas forcément appropriée, eh bien, on va avoir des réflexes, on va avoir des choses qui sont engrammées dans notre cerveau depuis très longtemps et que du coup, bah, ça va être très compliqué. Moi, ce que j'invite à faire, parce que la culpabilité ne fera rien, on va juste analyser ce qui s'est passé par la suite à froid. C'est-à-dire que ça s'est passé. Mais une fois que, voilà, l'histoire s'est déroulée, prendre un temps de recul, peut-être le soir, sans l'enfant. On n'est pas là pour essayer de discuter ou je ne sais pas quoi avec lui et d'essayer de comprendre avec lui ce qui s'est passé parce que lui, comme je le disais, n'a pas encore les capacités de prendre ça et il doit se dire qu'il est en sécurité avec son parent. Le mettre en sécurité, c'est vous dire qu'à un moment donné, lorsqu'il est couché, vous posez la question de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être tenir un journal. Moi, j'invite beaucoup mes patientes à tenir un journal de votre maternité pour savoir ce qui s'est passé. Quel retour vous avez, de vous vraiment réévaluer cette situation actuelle. Parce que effectivement, on peut avoir envie de materner, mais ne pas être préparé à la maternité, et donc se préparer psychologiquement, déconstruire certaines choses pour soi aussi, pour son avancée aussi humaine, parce que comme je disais, c'est un apprentissage, mais c'est un apprentissage avec votre enfant qui va vous amener aussi des bénéfices dans votre construction, dans votre schéma aussi social avec les autres. C'est-à-dire que votre capacité à comprendre, à communiquer, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange. Et comme je parlais d'intelligence émotionnelle, oui, bien sûr, on va accompagner l'enfant à développer son intelligence émotionnelle, mais ça va aussi nous aider à construire la nôtre, ou en tout cas à reconstruire la nôtre, et donc à envisager le monde d'une autre manière. Donc ça fait partie des points qui sont importants. Ne pas se mettre la pression, analyser les choses, observer, et puis oui, vous ferez des erreurs. Donc le lendemain, bah, essayez d'avancer et de modifier et de voir. Et de toute façon, c'est de l'humain. C'est un humain. Vous êtes humaine. Donc, forcément, il va y avoir des choses qui vont être cycliques et compagnie. Ce dont je parlais, moi, c'est de manière générale. Ça ne veut pas dire que dans votre situation qui est propre, eh ben forcément, il y a la réponse générale qui va être la plus adaptée. Non, c'est une réponse spécifique à votre situation. Et ça, mesdames, je pense qu'il faut que vous arriviez à vous faire confiance sur votre capacité à bien materner, en fait, quoi qu'il arrive. Vous êtes une mère suffisamment bonne et vous allez y arriver. Ça, c'est vraiment les choses que j'avais envie de partager avec vous. Est-ce que vous avez envie d'ajouter autre chose? Alors moi, j'aimerais insister sur un point, sur le fait de revenir à soi, parce que je vais parler de mon expérience. Moi, maintenant, j'ai des enfants qui sont adolescents, mais c'est vrai que jusqu'à l'âge de 8 ans, on apprend à connaître son enfant parce qu'il est en constante mutation, on va dire, entre guillemets. On pense trop souvent qu'on connaît les besoins d'un enfant parce qu'on s'est occupé du neveu, de la nièce, de je sais pas qui. Chaque enfant est unique, en fait. Donc, il faut lui laisser le temps de se développer, de prendre confiance en lui, de savoir qui lui-même il est. Et nous, en tant que parents, de savoir quel type de parent on a envie d'être aussi, parce qu'on a une feuille de route de départ, généralement, hein, je dis bien généralement. Mais parfois, il y a
des petits éléments qui vont se glisser, qui vont faire qu'on va se dire, ah, mais peut-être que j'ai pas forcément envie d'être comme ça, en fait. Ah, mais peut-être que, acceptez votre processus. Acceptez-le au lieu de vouloir absolument rester dans un cadre qui ne vous convient pas au final. Moi, par exemple, j'étais persuadée que je voulais être la mère un peu stricte, qui cadre bien son enfant. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de ce rôle-là. Et que de toute façon, mes deux enfants n'avaient pas envie que je joue ce rôle-là non plus. Eh bien, à ce moment-là, on modifie les choses, on accepte, on s'accepte soi-même. Arrêtez de laisser la société vous dire, vous devez les cadrer parce que sinon ils vont déranger le monde. C'est pas vrai. Au contraire, plus vous allez les laisser s'exprimer, plus ils vont trouver le moyen de s'exprimer sainement. Et après, ils vont devenir des adolescents et des adultes épanouis. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. La pression que vous vous mettez, vous la mettez à l'enfant, inévitablement, lui, il se sent pas confiant parce que il a l'impression que tout est de sa faute, en fait. Que c'est lui qui se comporte mal, que c'est lui qui est méchant. Parce que ça aussi, c'est des choses que j'entends très, très souvent. Les parents qui disent à leur enfant, tu es méchant. Ça, il faut arrêter avec ça. C'est horrible à entendre pour un enfant, en fait. Pour un adulte, on peut relativiser. Un enfant, il le prend très au sérieux. Donc, vraiment faire attention aux mots. Et les mots, ils sortent pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à se calmer. Parce que j'aime pas le terme contrôle, mais on n'arrive pas à se calmer parce que le cadre nous dérange. On veut à tout prix que l'enfant se calme au lieu de soi-même. Donc, forcément, il y a des mots horribles qui peuvent sortir. Lui, il va prendre ça vraiment très au sérieux et il va être persuadé qu'il est lui-même horrible. Donc, vraiment, soyez à votre écoute et laissez l'enfant être à son écoute aussi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une relation de confiance, que lorsqu'il y aura des moments où on sera plus émotif que d'autres, ça aussi, il faut l'accepter. Il y a des jours où on est fatigué, on est énervé, soit parce qu'on a eu une mauvaise nouvelle, ou on a passé une mauvaise journée au travail, peu importe. L'enfant aussi, il a peut-être passé une sale journée à l'école. Il y a des jours où on ne va pas s'entendre, mais au fur et à mesure, parce que l'un et l'autre, on se connaît de mieux en mieux, eh bien, les rapports se passeront plutôt, je dis bien plutôt, cordialement. On ne va pas y revenir pendant 6 mois, alors qu'en fait, bah, ça fait partie de la relation parent-enfant de ne pas s'entendre, en fait, certains jours. C'est tout à fait normal. Arrêtez de chercher la perfection, c'est épuisant, ce n'est pas constructif, et en plus de cela, ce n'est même pas utile. C'est tout ce que je voulais rajouter, donc je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus. Oui, moi, j'ai justement un témoignage par rapport à ça. Parce que comme moi, je partais souvent avec les enfants, un peu loin des parents là, pendant des séjours et tout ça. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des enfants où, quand il y avait un souci, généralement, quand un enfant est triste, tu lui dis, t'inquiète pas, tu as une famille qui t'aime, tu as des personnes sur qui tu peux compter. Et tu vas voir qu'il y a certains enfants qui ne se sentent pas aimés par leurs parents parce que eux, ils ont retenu ces petits mots de méchants, toutes ces petites expressions. Et à cause de ça, ils sont convaincus en fait qu'ils ne sont pas aimés, que leurs parents ne les aiment pas, que leurs frères et sœurs ne les aiment pas. Et ils se créent tout un univers en fait hein, autour de ces mots-là, alors que les parents, enfin, ils ne sont même pas au courant. Ils ne sont pas au courant de l'impact de leurs mots sur la vie de leurs enfants, sur la construction. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet exemple parce qu'on doit vraiment faire très attention hein, par rapport à ça, comme tu dis relativiser pour dire qu'il y a des jours où on va être fâché, mais c'est pas grave, ça fait partie du package en fait. Ça fait partie du package et vraiment rester concentré sur notre enfant, se dire que ça va aller tout doucement. Et je pense que là, en termes de communication, moi, ça me fait venir aussi le point où, bon là, on parle d'enfants qui arrivent à communiquer, qui n'ont pas de difficultés au niveau du langage ou au niveau, bon, en tout cas, de moteur ou de handicap particulier, mais je pense que ça s'applique aussi aux enfants en situation de handicap qui peuvent aussi avoir des difficultés à mobiliser le langage et la parole et qui peuvent être d'une hypersensibilité aussi incroyable et qui peuvent avoir des difficultés au niveau émotionnel. Et là, ça génère d'autres difficultés, on va dire, aux parents dans les interactions et beaucoup plus de fatigue. Et donc là, j'incite aussi les parents à vraiment prendre du temps pour se reposer et à faire aussi cette auto-analyse le soir
pour revenir sur comment ça s'est passé. Parce que là, lorsqu'on parle d'un enfant en situation de handicap, les choses changent beaucoup, beaucoup plus vite hein, au niveau de l'état émotionnel et au niveau de la communication. Ça n'empêche qu'on peut quand même mettre en place une communication saine avec son enfant, avec ses propres cadres et ses propres limites, parce que même un enfant avec des troubles autistiques ou en situation de surdité ou malentendant, ou autre peut avoir ce besoin aussi d'un cadre qui soit à la fois sécurisant, rassurant et empathique pour aussi développer son intelligence émotionnelle. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à vraiment observer votre enfant au jour le jour et dans la manière de communiquer. Bon, bien sûr, parce que c'est mon domaine. Moi, je vous apporterai aussi des clés au niveau de la musique, parce que si des fois il y a des difficultés d'interaction au niveau verbal, et ben, peut-être utiliser un outil qui est de l'ordre du non-verbal comme la musique, peut-être mettre des musiques préférées, c'est-à-dire avoir des points d'écoute, peut-être des fois avec des couleurs. Les enfants aiment bien aussi qu'il y ait une couleur et une musique, et ben, pouvoir utiliser et que l'enfant puisse pointer du doigt la couleur dans le mood dans lequel il est, et du coup, qu'il y ait une musique qui soit associée, que peut-être il aura choisi ou que vous aurez choisi ensemble et que du coup ça permette de comprendre en fait ce qui est en train de se jouer en lui. Et là, on n'est pas sur du langage pur, sur du verbal pur, on est sur du non-verbal où du coup il va pouvoir vous dire peut-être plus facilement ou en tout cas vous-même, ça va faire appel directement à votre empathie, à votre émotion, pouvoir vous-même comprendre ce qui se joue à l'intérieur de votre enfant. Et puis pareil, pour un enfant être malentendant ou atteint de surdité, ben, il y a aussi les interactions possibles avec la langue des signes qui peuvent faciliter les choses. Et donc là, on peut mettre en place langue des signes et musique pour essayer de faire à la fois une sorte de chorégraphie, on va dire, émotionnelle sur la musique pour comprendre l'état. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès qu'ils sont tout petits, en fait, pour essayer vraiment d'interagir et de mettre en place un dialogue non verbal avec votre enfant. Voilà, c'était juste le point sur lequel j'avais envie d'appuyer, parce qu'on parle beaucoup d'enfants qui n'ont pas forcément les mots et compagnie, et dans une forme de généralité, mais il y a aussi des spécificités, et je sais qu'il y a des mamans qui écoutent, qui ont aussi, et qui font face à ce type de spécificité, et donc j'avais envie quand même de leur apporter aussi des réponses, en fait, voilà, des petites astuces. Il y a aussi les Est-ce que vous avez... visuels. Oui? Il y a aussi les visuels qui aident beaucoup, je Oui. trouve, les enfants. Soit bah, comme tu disais, des couleurs ou alors, moi, je sais que je propose pas mal de fiches, notamment une jauge émotionnelle ou une fiche avec un ballon en fait qui se gonfle en fonction de l'état émotionnel de l'enfant. Enfin, il y a des pictogrammes, enfin, il y a plein de modèles de visuels qui peuvent être très utiles aussi pour les enfants qui ont soit du mal à s'exprimer ou soit qui sont trop petits pour s'exprimer et qui comprennent très très bien. Hmm. Donc là, à la fois, on a parlé dans un premier temps du cadre du CAPS, hein, de la définition même qui peut être attribuée à l'enfant roi, de faire des caprices, d'être tyrannique, vraiment d'en vouloir et cette communication-là. On est ensuite passé sur le cadre et les limites, ce qu'on définit, la pression que l'on peut ressentir en tant que maman, en tant que papa, voilà, en tant tout cas que cellule familiale qui vient juste d'émerger et comment est-ce qu'on crée en fait un cadre, qu'est-ce qu'il y a derrière cette terminologie. Maintenant, j'aimerais qu'on passe aussi sur l'aspect pratique, parce qu'à un moment donné, on peut faire de la théorie longtemps, mais il y a aussi le côté pratique de comment est-ce qu'on fait. Et là, je vous invite vraiment à interagir avec nous et à nous poser vos questions. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'un enfant est dans telle ou telle situation, lorsqu'il est en crise, par exemple? Comment est-ce qu'on peut faire là, sur le moment? Et c'est pour ça que je vous invite à interagir, parce que avec vos exemples, toutes les trois, on pourra aussi peut-être vous apporter des solutions. Et puis d'autres mamans pourront aussi avoir eu des situations similaires et interagir avec vous. Donc là, on passe sur ce volet-là, en clair, pratico-pratique de l'enfant roi. Comment est-ce qu'on fait pour que du coup, notre enfant ne devienne pas un enfant roi? Quelles choses on peut mettre en place au jour le jour avec lui? Alors, je vous laisse la main pour nous poser vos questions ou interagir avec nous sur ce volet-là.
Alors, avant toute chose, moi, je voulais rappeler aux parents que ce ne sont pas vos erreurs qui définissent la qualité de votre parentalité. Vous êtes des parents méritants et vous êtes des bons parents tant que vous essayez de faire preuve de bienveillance envers votre enfant, mais aussi envers vous-même. N'oubliez pas qu'un parent qui s'écoute, qu'un parent qui est le mieux possible avec lui-même, tout cela va se projeter sur votre relation avec votre enfant. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de vous, à vous écouter, à savoir ce que vous voulez réellement apporter à votre enfant. Et ne passez pas votre temps à écouter les conseils de la tantine, de je sais pas qui, de je sais pas quoi, qui a fait comme ci, qui a fait comme ça. Chaque parent doit être à sa propre écoute. Et les critiques des autres ne vous définissent pas. Donc, sachez d'abord vous, qui vous êtes, quels parents vous êtes, et faites au mieux avec votre enfant. Il y aura des jours où ce ne sera pas parfait, et c'est pas grave. Encore une fois, ne vous définissent pas. Acceptez-le. C'est important à rappeler parce que malheureusement, la tête sous l'eau, tout simplement parce que ils ont l'impression que plus vous aurez cette impression-là, plus le rapport de votre enfant sera compliqué. C'est tout ce que je voulais rajouter. Oh, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on lui raconte une histoire avec son doudou. L'histoire de Mowgli. Ah oui. Moi, je veux bien entendre l'histoire de Mowgli aussi. Vous avez vu du coup comme ça Mais en s'est plus, le passé? premier, Il a répété plusieurs fois et il a répété sur plusieurs tons. Est-ce que vous avez entendu la mélodie de sa voix? oui, mais moi, je connais pas l'histoire de Mowgli, Diana. L'histoire de Mowgli, je peux avoir l'histoire de Mowgli avec mon doudou. Ah, toi, tu la connais? Il a répété Vas-y. plusieurs fois comme une sorte de petite litanie, mais quand même Peut-être on peut finalement un raconter peu l'histoire insistante et tout Mhm. ça. de la Reine des Moi, Neiges. elle est là en train d'écouter Un petit peu. avec bienveillance, vous entendez? Ça, moi, c'est ce que j'entends en fait dans mon métier, c'est comment est-ce que votre enfant arrive. Et là, c'est tout doux en fait. Il sait très bien qu'il a la place de pouvoir communiquer avec sa maman et qu'il aura son histoire de Mowgli, il n'y a pas de souci. Juste, il précise bien quand même quelle histoire, dans quelle temporalité et avec quel objet particulier, parce que c'est très important pour lui. Merci pour ce parfait exemple audio. Et... Ouais, j'essaie de les faire dormir parce qu'en fait, là, ils sont un peu perturbés avec le pont et les maladies, les machins, là. Et là, ils se rendent pas bien compte que demain, il y a école, sauf que demain, il y a école. Et demain, il y a grève. Donc, ça veut dire que demain, il y a école, mais il n'y a pas de cantine. Bref, tout ça, c'est des choses qui peuvent amener aussi après, je pense, du stress au niveau de la gestion, tu vois. Des parents, comment tu les réhabitues à avoir un certain rythme et tout. Là, genre, j'ai pris le temps parce que j'avais oublié de la coiffer, par exemple. Je donne un exemple tout bête. J'avais oublié, par exemple, de la coiffer, donc je l'ai coiffée assez tard. Alors que d'habitude, j'essaie de le faire de l'après-midi parce que je sais que je prends du temps pour la coiffer. J'ai oublié parce que j'avais oublié aussi d'acheter les mèches pour rajouter pour ses cheveux. Donc finalement, j'ai fait avec un peu ce qui restait sur place et tout ça. C'est pas un moment qui est forcément super agréable pour elle, mais j'essaie de faire en sorte que ça soit agréable, tu vois. Faut pas qu'elle ait les mauvais souvenirs comme nous quand on était petits ou comme moi personnellement particulièrement, alors que ma mère était coiffeuse. Et au final, je me retrouvais à avoir les cheveux du sèche-cheveux, on dirait que c'était la punition. Hmm, Mais ça, c'est pas Mowgli, ça. oui, Ça, c'est pas Mowgli, ça. effectivement. Dragon On s'en rappelle joyeux. toutes de ce moment Voilà, de coiffage avec nos mamans. Je pense que c'est partie aussi des traumatismes, hein, vraiment. Ah oui. exactement. Ouais. Sinon, il y a un commentaire Elle a changé, là. Hein. Bon. un commentaire de Laura. Souvent, je fais des auto-retours et le soir, j'échange avec mon mari. J'ai quand même une grande capacité à comprendre et observer les besoins de mon enfant. Je le connais car il me ressemble tellement dans son hypersensibilité. Des fois, ça me choque. Je ne me suis jamais sentie nulle comme maman car je sais aussi qu'en plus de notre enfant, sur le moment, il y a notre état à nous. Donc, on évolue comme il évolue aussi. Être maman, ça s'apprend au fil du temps, au fil du développement de notre enfant. C'est un commentaire que j'aime bien parce qu'il résume assez bien les choses, en fait. Oui, Être... finalement, et je pense qu'il faudrait qu'on ait... Je pense que c'est important de comprendre que oui, il y a un retour sur nous, qu'il y a un retour aussi d'observation sur notre enfant et il faut lâcher un petit peu les choses. Et moi, j'aurais envie de dire, mais respirez, respirez. Et je pense que lorsque on est face à une crise de son enfant ou qu'il y a une situation qui n'est pas forcément prévue, comme là, Ena pouvait le dire, avec il n'y a pas école aujourd'hui.
Ensuite, demain, il y a école, mais il y a grève. Donc, en fait, il y a pas école, hein, concrètement. Donc, ça fait partie d'une suite d'imprévus qui sont là en gestion pour les parents, mais que les enfants doivent aussi comprendre. Et donc, il faut aussi communiquer avec eux ça, mais ça peut aussi les faire partir en sucette, qu'on soit bien d'accord. Parce que ça casse leur forme de routine, de se dire, bah, lundi, mardi, jeudi, vendredi, je suis à l'école. Le mercredi, le samedi, le dimanche, je suis dans la famille. Globalement, je fais mes activités et tout ça. Et là, à un moment donné, il y a un imprévu. Et lorsqu'on parle aussi de l'enfant roi, on parle aussi d'un enfant qui a du mal à gérer les frustrations. Et moi, j'avais envie de revenir aussi sur ce mot de frustration. C'est-à-dire que l'enfant, lorsqu'il se construit, va générer lui-même ses propres frustrations parce qu'il ne va pas savoir marcher tout de suite. On est bien d'accord qu'on arrive sur cette terre complètement immature à ce niveau-là, hein. On ne peut pas forcément se défendre d'une quelconque manière et marcher et compagnie de nous-mêmes. Donc, ça fait partie des apprentissages, en fait, qui vont l'aider aussi à construire sa propre résilience, sa propre volonté et sa propre capacité aussi à être frustré sur quelque chose, de vouloir tenir un gobelet et finalement de faire chuter le gobelet. Au-delà de l'énervement du parent qui peut-être revit une situation, il y a l'énervement premier de l'enfant parce que lui, il a fait tomber quelque chose et là, ça va le frustrer, ça va l'énerver. Donc, quand on dit j'aimerais que mon enfant apprenne ce que c'est que la frustration, il faut se remettre, nous, dans cet état émotionnel lorsqu'on était enfant et de comprendre que lorsque nous-mêmes on fait tomber quelque chose adulte, ça nous génère une frustration. Pourquoi est-ce que ce serait différent pour votre enfant? C'est même beaucoup plus fort parce que son néocortex n'est pas totalement formé, n'est pas fini. Donc au niveau émotionnel, là, il y a tout qui s'en va. Il fait tomber le gobelet. Moi, ma fille, ce midi, mon bébé de 11 mois a fait tomber une bouteille où elle avait de la farine pour pouvoir amuser et tout ça et commencer un peu à transvaser. Elle l'a fait tomber. J'ai vu une enfant qui s'est aplatie sur le sol et qui a commencé à vraiment pleurer comme si elle avait perdu père et mère à la guerre. Vous voyez? Mais sauf que pour elle, c'est son état et c'est la même violence qui se passe à l'intérieur d'elle. Donc, comment est-ce que je fais, moi, pour accompagner ça? Bah, bien sûr, je regarde et j'observe et je lui dis, bah, en fait, ah oui, il y a ça qui est tombé. Ah oui, je comprends. Et oui, effectivement, ça a dû t'énerver. Ah ben, je comprends. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et déjà, à cet âge-là, je lui pose la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Où j'arrive avec elle et je dis, bah, est-ce que tu voudrais ça? Est-ce que tu voudrais ça? Et on commence à ramasser, en fait. Parce que c'est déjà les prémices de ce qu'elle pourrait faire plus tard, en fait. De ce qu'elle fera dans 1 an, dans 2 ans, de se dire, ah ben la solution, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà été frustrée, donc je vais pouvoir apporter mes propres solutions à la situation. Et lorsque je le dis avec une enfant de 11 mois, on me regarde comme ça, on me dit, non, dans 11 mois, enfant. Si votre enfant, vous avez déjà commencé à communiquer de cette manière-là, bien sûr qu'il le mettra en place. Moi, j'avais une petite à 16 mois qui ramassait les grains de riz parce qu'elle les a fait tomber. Et c'était ça, son moment aussi, son conditionnement sur l'ordre, en fait. Se dire, j'ai besoin de cet ordre-là, j'ai besoin dans mon environnement que ce soit sécurisé. Donc, lorsqu'il y a une difficulté au niveau de l'emploi du temps, par exemple, comme là pour Ena, eh ben, c'est de comprendre et de dire, bah, des fois, il y a des imprévus, mais de changer cet imprévu en quelque chose qui peut générer du plaisir. Donc, trouver une autre activité qui puisse remplacer l'activité normalement prévue, mais qui puisse permettre à l'enfant de produire les hormones et le sentiment et l'état émotionnel qui puisse se dire, ah ben en fait, finalement, bah, ça c'est quand même sympa. Ça peut être de passer par le jeu, ça peut être de passer par le fait de divertir en fait en quelque sorte l'esprit de l'enfant sur quelque chose qui aurait pu lui générer une frustration, même si ça lui génère de la frustration, que cet élément-là puisse être remplacé par autre chose, et ben lui, lorsque du coup il va être face à une situation qui va être frustrante, il va pouvoir se dire, bon, ben, qu'est-ce que je vais trouver comme autre solution? Peut-être qu'il y a d'autres choses, et remplir son réservoir aussi émotionnel de cette manière-là. Et pas se sentir complètement vampirisé, vidé de toute possible solution autour de lui. C'est là qu'on va avoir aussi des adultes qui vont se mettre très vite en colère et qui n'ont pas à gérer et réguler, en fait. Moi, c'est vrai que je n'aime pas non plus le côté contrôle des émotions. C'est plutôt réguler, c'est-à-dire des adultes qui, enfants, n'ont pas appris à réguler leurs émotions. Mais parce que l'entourage et l'environnement, je pense que c'est quelque chose d'important, n'a pas été fertile ou en tout cas favorable à ce que du coup on puisse réguler cette frustration aussi et ce sentiment d'injustice à l'intérieur de lui. Donc là, par exemple, pour ce cas-là,
Ça peut être, euh, ça peut être ça. Alors j'ai vu, je te laisse Elodie lire les commentaires. J'ai vu qu'il y avait des commentaires, des choses comme ça. En effet, il y a Laura qui vient de mettre un commentaire. Elle a dit, moi, j'ai beaucoup fait d'interventions en me mettant au sol avec l'enfant à sa hauteur pour lui montrer que je suis là, souvent dans le silence parce qu'au moment de la crise, il n'est souvent pas en capacité d'entendre et de comprendre ce qu'on lui dit ou demande. Ensuite, je nomme ses émotions et lui nomme qu'elles sont normales par rapport à ce qu'il a vécu et ensuite je trouve avec lui des solutions. Tout à fait. Et je dirais même que pas forcément qu'elles sont normales, mais plutôt légitimes. Parce qu'en soi, enfin, pour moi, il n'y a pas d'émotion normale ou anormale. C'est surtout que chaque émotion sont totalement légitimes. Donc, mais il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est important que l'enfant il sente qu'il y a une connexion avec l'adulte qui l'encadre, que ce soit une connexion physique, par le regard, par des mots. Et c'est ça aussi qui va lui permettre de l'aider à réguler et puis à revenir à un état plutôt calme. Alors, dans la connexion physique, moi, j'apporte un petit truc aussi. J'ai beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me disent, non, mais alors là, du coup, quand il est en crise, je le prends et je fais tout de suite un câlin parce que en fait, si je le laisse partir comme ça en escalade, après, l'enfant, il part dans tous les sens et moi, j'arrive pas à gérer. Donc là, des fois, on avoue que, on avoue finalement qu'on n'arrive pas à gérer. Du coup, on perd le contrôle et qu'on a peur, en fait, de perdre le contrôle sur son enfant. Mais on avoue aussi le fait que pour calmer, câlin. Et on a l'impression que ça, c'est quelque chose de bon, alors que des fois, non. Moi, je me rappelle d'une vidéo qui est passée pendant le confinement avec un papa qui avait son enfant qui était en crise et qui avait à peu près 2 ou 3 ans. Et l'enfant est en crise et il hurle dans tous les sens et compagnie, et le papa est à côté. Et plutôt que de lui faire un câlin, en fait, il reste à côté, en silence. Le silence fait partie de la musique. Moi, je vous le rappelle, mais c'est vraiment une très bonne citation là-dessus. Donc, il reste là à écouter la musique de son enfant, voilà, qui est en train de crier et qui a besoin, et qui dit que là, il a besoin de quelque chose qu'il n'en peut plus et tout ça, et qui est vraiment dans une forme de colère. Et il reste là et ça dure très, très, très longtemps. On voit le décompte, on voit 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, au bout de 30 minutes, qu'est-ce que fait l'enfant? Il commence à prendre le bras comme ça, puis à jeter son parent, à le tirer dans tous les sens. Le père reste calme et reste ancré et voit son enfant et juste enlève la main à un moment donné lorsque c'est trop violent pour lui, parce qu'il faut aussi respecter son propre corps, hein, à un moment donné. Donc il fait ce geste-là, il reprend la main, mais il garde la main dans la main, comme ça. Et puis l'enfant continue, continue, continue. Et puis au bout de 35 minutes, on voit un enfant qui commence à être essoufflé, à plus en pouvoir, parce que de toute façon, il a crié, il n'en peut plus. Et à un moment donné, là, il regarde son père dans les yeux. Là, il se met à pleurer. Et en fait, il lui fait un câlin. Ce que je viens de vous expliquer, c'est pas magique. Moi, je l'ai vu passer sur Facebook. Et c'est ce que je peux faire aussi lorsque je suis dans mon cabinet. Il y a des fois des enfants qui arrivent et qui sont en crise dans mon cabinet, où une musique va les faire réagir de manière très, très, très virulente. Et en fait, eh ben, je vais rester. Et des fois, oui, le silence fait partie de la musique. Je ne vais rien dire. Mais je vais essayer d'être cette figure d'attachement, cette figure sécurisante pour lui, en fait. Et du coup, qu'il vienne ensuite. Et après, je le vois. Il va venir vers les instruments. Qu'est-ce que je fais? Lorsque je sais qu'un enfant a tendance à avoir ce que j'appelle des tempêtes émotionnelles, je vais mettre des instruments sur lesquels il peut taper. Clairement. Parce qu'il est hors de question qu'il me tape moi, je n'ai pas envie de me faire taper. Mais par exemple, je vais mettre un caron, je vais mettre un tambourin, je vais mettre comme ça, dans son environnement, hein, on va dire dans un périmètre assez large pour lui, je vais mettre des instruments sur lesquels il peut taper. Puis quand il aura fini de taper, peut-être qu'il viendra à moi et qu'il aura envie de faire d'autres choses. Mais en général, c'est silence. Et puis après, quand je sens qu'il commence à se calmer, je vais prendre ma guitare et puis je vais commencer à lui jouer quelque chose. Mais déjà, je vais faire comme si je jouais pour moi, tout doucement, pour faire venir au silence et pour attirer son oreille. Une fois que son oreille est attirée, et ben peut-être qu'on pourra commencer à chanter, à me meumer, à faire des trucs comme ça. Et là, du coup, il y aura vraiment une communication. Puis après, revenir sur ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux me dire avec des mots ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux me le dessiner? Est-ce que tu veux me le chanter? Il y a d'autres possibilités, en fait.
Voilà, ça fait partie des choses un peu pratiques. Mais ça, c'est dans mon domaine de thérapeute. Mais je sais que dans votre expertise aussi de maman, parce que je considère aussi que chaque maman est experte auprès de son enfant, est-ce que vous utilisez des choses auprès de votre enfant? Quelle est votre situation? Est-ce que vous utilisez des outils avec votre enfant qui peuvent aider? Je pense que c'est vraiment essentiel, hein. Je le rappelle, les interactions sont essentielles pour que, voilà, d'autres mamans puissent entendre aussi et se dire, ah, je vais peut-être essayer ça à mon tour. Ouais, je rajouterais qu'il y a l'environnement aussi qui est super important. C'est que quand l'enfant il commence un tempête émotionnelle dans un environnement, pour moi, la première chose à faire, c'est de sortir l'enfant de cet environnement. Juste pour Mm. changer l'énergie, en fait, et que ça facilite le retour au calme. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais d'être en silence à côté de l'enfant, et je rajouterais même peut-être pourquoi ne pas se mettre à faire de la respiration. Parce que du coup, Oui, naturellement, l'enfant va venir caler sa respiration sur notre respiration et ça va l'aider aussi à s'apaiser, quoi. oui, mais il y a des moments comme ça, on peut faire le... Mm. Ça permet aussi, par exemple, de lâcher d'un coup ce qu'on ressent, ou alors d'aller directement sur... Alors, moi, j'ai des petites pailles aussi. Alors ça, vous pouvez l'utiliser, des petites pailles pour Mm. pouvoir réguler aussi au niveau émotionnel, parce que ça permet de ne pas partir non plus dans une crise de tétanie, par exemple. Voilà, ou le moment où l'enfant va avoir ses petits hoquets aussi. Vous savez, le moment où il allait très très loin dans son émotion et où en fait il va faire des choses comme ça là. Et ben, passer par la paille, hein, vraiment, alors en fer, en bambou, en ce que vous voulez, mais une paille, un tout petit trou qui permette juste de souffler, on la bouche. Et ça permet aussi de revenir au calme. Et puis, en fait, ça Mm. nous aide. Ça nous aide après à interagir beaucoup plus calmement parce que notre voix va changer à ce moment-là. Le fait de passer par la paille, on peut même faire des petits sons à l'intérieur, ça va changer notre voix. Et donc, ça va permettre de poser aussi le cadre au niveau verbal avec l'enfant. Ouais. Et puis, il y a Laura qui parlait aussi de la lumière environnante. Et c'est vrai que je pense que c'est essentiel quand on change l'enfant d'environnement, on coupe toute la stimulation possible. Parce que ben, la stimulation, c'est horrible quand l'enfant est en pleine tempête. Donc, pourquoi pas mettre, ben, tout à l'heure, tu parlais de ne pas parler, donc le silence, et dans le noir, en fait. Après, si l'enfant il a peur du noir, peut-être Oui, juste une toute petite lumière, mais voilà, changement d'environnement, dans le noir, dans le silence, couper toute stimulation, et déjà, enfin, je trouve que ça aide énormément pour redescendre. oui. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Puis voilà, de faciliter après. C'est vrai que je mets souvent des musiques après, mais voilà, c'est vrai que de limiter la stimulation auditive au niveau du regard aussi, au niveau, voilà, je pense que vraiment ça, c'est très important parce que à ce moment-là, de toute façon, le cerveau est encombré en fait Mm. d'informations et il a besoin qu'on ferme De faire certains le- tiroirs pour pouvoir revenir au calme. Mm. Maria, il me semble que tu as enlevé ton micro. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Oui, 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 c'est très intéressant ce que vous dites. Je suis tellement d'accord. Et ça, c'est vraiment tout ce que vous avez dit, c'est vraiment des points qui sont très essentiels que les mamans doivent absolument comprendre. Parce que généralement, quand on explique tout ça, on a des mamans qui auront l'impression qu'elles sont un peu perdues, en fait. Elles auront l'impression que si je me mets à utiliser des méthodes pour que mon enfant se calme, c'est comme si j'avais échoué. C'est comme si j'avais échoué, c'est comme si je n'étais pas capable de le calmer, alors que c'est justement le processus qu'il faut mettre en place pour y parvenir. Parce que très souvent, quand on écoute même les commentaires des personnes et tout, quand ton enfant fait une crise, tu commences à parler doucement, calmement. On te dit, mais allez, il faut être autoritaire là. Il faut montrer que tu as l'autorité et tout ça. Et très souvent, on va ressentir de la vulnérabilité envers notre enfant et c'est important de s'adapter à son enfant, comme le disait Annie, de vraiment se concentrer en fait. Comme là, il y a différentes méthodes et de savoir quelle est la méthode que je vais appliquer avec mon enfant. Nous, aujourd'hui, on était sortis dans une petite ville d'ici chez nous. Donc, on était posés devant un petit canal et tout tranquille. Et plus le temps passait, plus je sentais que le petit, il commençait à être un peu fatigué.
À un moment donné, il nous a fait une de ses crises. Il a commencé à crier, à hurler. J'essaie de lui demander qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il n'avait pas du tout envie de m'entendre. Il hurlait et tout ça. Puis je me suis dit, tiens, il y avait justement cette histoire d'environnement et tu avais tous les touristes qui passaient et tout. Puis j'essaie de rediriger son attention sur autre chose. Il est en train de prendre un petit goûter. Puis je lui pose des questions sur son goûter. Je dis, alors, ton goûter, est-ce qu'il est délicieux? Est-ce que tu aimes bien? Et là, il a commencé à s'ouvrir tout doucement, et il a même oublié qu'il était en train de faire une crise. Après, en discutant avec lui, j'ai compris qu'il voulait qu'on puisse partir, quoi. Il avait profité que, voilà, c'était bon. C'était assez, qu'il avait envie quand même de changer d'environnement, de partir, quoi. Alors que quand tu es un parent normal, tu aurais dû lui dire, mais arrête, on est en train de profiter. On est en train de profiter d'un bon moment. Pourquoi il fallait que tu déranges maintenant? Pourquoi avoir Oui, choisi c'est la ce moment? différence entre les besoins du parent et les besoins de l'enfant et trouver un juste équilibre en fait entre nos Voilà. propres besoins qui sont Ouais. vraiment, je pense, faut vraiment en tenir compte hein, de nos besoins en fait parce que comme je le répète, on n'arrive pas à donner si on ne reçoit pas soi-même. Donc du coup, déjà comprendre ses propres besoins pour comprendre aussi Mhm. ceux de l'enfant. Mais il y a un équilibre à trouver, il y a un juste milieu. Et le mot que tu as utilisé, méthode, je trouve que c'est important parce que je vois souvent des mamans qui me disent, oui, non, mais là, je vais pas utiliser cette méthode-là. C'est comme si je le manipulais. C'est comme si. En fait, c'est pas une question de. En fait, oui, c'est une question de manipulation. J'allais dire non, mais si. C'est une question de manipulation, mais une manipulation positive. C'est même une question de conditionnement. Alors, conditionnement, ça peut faire peur. On va parler des chiens de Pavlov et compagnie, mais non. Conditionnement, si on revient à la base, c'est simplement que tu réponds aux besoins de ton environnement et aux stimuli de ton environnement et que tu vas avoir une certaine forme de ritualisation culturelle, sociale et compagnie. C'est un conditionnement. On est tous conditionnés. On est conditionnés à réagir de telle ou telle manière en fonction de ce que va nous dire notre enfant. Oui, ça peut être des outils, mais en fait, c'est comme tout. Il y a des mots qui sont utilisés et qui aujourd'hui ont bougé au niveau du sens, mais conditionnement, méthode ou outil, on va juste utiliser des choses pour essayer de bouger les choses, de les modifier, de les réguler, Bon, ça n'empêche que on va appliquer un certain type de fonctionnement, 1, 2, 3, 4, 5, pour essayer de changer et d'évoluer. Donc, moi, je parle de conditionnement et de conditionnement positif dans le sens où ça permet d'accompagner notre enfant. Et il faut savoir que votre enfant, il est déjà conditionné. Il arrive déjà dans un milieu avec une langue spécifique, avec une manière de manger spécifique, avec certaines personnes, certaines manières d'interagir et compagnie, avec une ritualisation aussi mise en place par les parents. Donc, de toute façon, il y a un conditionnement. Il y a certaines méthodes qui sont déjà employées. Après, ça peut être des méthodes qui sont plus ou moins positives en fonction de notre manière de communiquer avec lui. Donc ça, c'est ce qu'on disait au début. Mais ça n'empêche que, voilà, à l'intérieur de ce conditionnement, on va avoir des méthodes et on va avoir des outils. Finalement, les uns sont à l'intérieur des autres. Donc voilà, je pense que ça fait partie des choses aussi. Il faut lâcher un peu. Oui, bien sûr que vous allez, d'une certaine manière, conditionner votre enfant, l'amener à faire certaines choses et compagnie tout en essayant de répondre à ses besoins, en fait. C'est là, en fait, où l'équilibre se joue. C'est ça le truc le plus important. Et puis de toute Et façon, le... dans toute communication, il y a de la méthode, hein, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes. Dans toute Voilà. communication, il y a de la méthode, parce que sinon, on fait tout et n'importe quoi, et puis on ne s'entend pas. Donc, il faut vraiment pas culpabiliser lorsqu'on utilise une méthode pour, on va dire, assainir, même si, bon, j'aime pas forcément le terme, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, la relation avec l'enfant. Ce n'est absolument pas problématique. Il faut se retirer de la tête que tout est fluide dans la vie. Non, rien n'est facile, tout s'apprend. Donc, il faut faire les choses au mieux pour chacun. Et puis, les termes, de toute façon, ce sont des termes. Ça ne veut pas dire que vous êtes un manipulateur extrême qui veut faire du mal à son enfant. Non, vous êtes au contraire là pour trouver des solutions pour que ça fonctionne mieux. Et c'est la même chose avec le conjoint, avec le chien, avec je sais pas qui. Il faut trouver des méthodes et il faut l'accepter. Moi, je Et trouve que c'est comprendre qu'il y a des la vagues aussi dans la problématique. vie. Ah, désolé. Vas-y, Ena, non, non, vas-y, Ouais, je moi, je t'en trouve prie. que la problématique, elle est dans le mot manipulation. Parce qu'on pense que la manipulation, c'est forcément péjoratif.
C'est déjà le problème, il commence déjà par là. Il commence déjà par là. Et moi, je l'ai remarqué au fur et à mesure que, en fait, la manipulation, c'est pas forcément péjoratif, c'est l'intention qu'on y met qui devient péjoratif ou mélioratif, entre guillemets, tu vois. Mais sinon, de base, dans le sens propre, c'est pas censé être péjoratif, c'est pas censé être à connotation. C'est au fur et à mesure qu'on a décidé que bah, bon, ça, être manipulateur, c'était mauvais, en fait. Mais Mm. c'est pas mauvais en soi, en fait. Tout le monde manipule. Tout le monde manipule. Oui, Tout le monde. exactement. Mhm. Non, mais Donc, c'est je vrai pense que je que c'est pense que surtout tu ça, en as fait. bien raison. Et c'est pas Ah oui, grave, oui. parce que chacun Oui. veut attirer les choses à son avantage. Donc, oui, voilà. Donc, voilà. C'est même Et, ça aussi, euh, et, euh, on et entre c'est aussi en franchement, c'est interaction. exactement. Et c'est comme ça qu'on rentre en interaction aussi facilement, parce que tu vas savoir comment jouer de ce que tu ressens de la personne qui est en face de toi. En fait, c'est la manière dont tu reçois les émotions de la personne en face de toi et comment toi, tu veux transmettre les émotions que toi, tu reçois en face. C'est ça la manipulation Mm. de base. Mais C'est ça. on a une mauvaise interprétation à cause des intentions qu'on y met. Donc, voilà. Si l'intention est bonne, entre guillemets, en tout cas s'il y a une intention derrière, je trouve qu'il est, comment dire, important aussi de se rappeler que nos enfants, ils vont pas se fier à notre parole, mais ils vont se fier aussi, surtout, à nos actes. J'insiste aussi là-dessus. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à beaucoup trop parler à nos enfants, alors que lui-même n'arrive pas encore à verbaliser. On va lui parler, 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 parler pour lui expliquer notre état, son état, et patati et patata. Mais lui, ce qu'il va voir, et la première chose en fait qui arrive hein, lorsqu'un enfant naît, ça va être au niveau de la vision, hein, petit à petit, en quelques semaines. Il va commencer à regarder tout autour et à capter ce qui se passe dans son environnement. Donc, si il a des parents en fait qui réagissent de telle ou telle manière, c'est quelque chose aussi bah, qui vont l'influencer et ça va influencer sa conduite aussi à terme. Donc, c'est important de comprendre que notre enfant, comme disait Jung, en fait, il n'entend pas forcément la parole, mais par contre, il voit les actes. Et donc, c'est important de mettre en action aussi ce qu'on aimerait voir chez notre enfant. Et donc, d'être une sorte d'exemple, entre guillemets, mais un exemple qui ne se met pas la pression, je le rappelle, parce que sinon, après, vous allez encore dire que This is our maternity, on vous dit d'être un super exemple et qu'il faut le manteau de la merde. Non, non. Le manteau de la super maman, on l'arrête. Juste, oui, en fonction de vos propres valeurs, de vos besoins et de ce que vous avez envie de mettre prioritairement dans l'éducation de vos enfants, et ben voilà, vous allez pouvoir agir de cette manière-là, mais d'une manière qui vous convient aussi. Voilà. Donc, moi, ça fait partie des choses que j'avais envie d'apporter. Puis sur le fait que la vie, c'est une vague. Comment sont nés vos enfants? Moi, j'ai envie de reprendre aussi au niveau des contractions, le travail. Vous vous en rappelez du travail? Oh, je suis sûre que vous en rappelez du travail. Ce moment de vague, de contraction à l'intérieur de votre ventre qui peut être plus ou moins douloureux et compagnie. Oh, Annie, je vois ta tête. Donc, du coup, je pense que tu t'en rappelles très, très bien. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'on imagine toujours que ça va être linéaire, mais on n'est pas né d'une manière linéaire, en fait. On est né dans des circonvolutions, dans des contractions permanentes de la détente, de la contraction, de la détente. Et ben c'est comme ça, en fait, qu'évolue aussi la vie, d'une certaine manière. Donc, essayer d'avoir un enfant qui fait juste ça, bon, comment vous dire que du départ, de toute façon, il n'est pas arrivé comme ça. Donc, c'est pas ce qui va se passer. Donc là, je vous casse votre rêve, hein, mais n'empêche que c'est pas ça qui va se passer. Donc, on va apprendre simplement là ce qu'on est en train de faire et ce dont on est en train de parler, c'est de déconstruire et apprendre à surfer sur les vagues. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Oui, tout à fait. Je voulais d'ailleurs rebondir hein, sur l'ensemble d'outils hein, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont vraiment très importants à ne pas hésiter à mettre en place au-delà de l'aspect verbal. Moi, ce que j'ai beaucoup utilisé, que ce soit avec mes enfants, ou d'autres enfants. Ce qui a beaucoup fonctionné pour moi, c'était de créer tout un langage non verbal, en fait, à la place de pouvoir crier, utiliser certains mots, mais se créer un peu son petit monde, en fait. Moi, je dis toujours, on se crée notre série Netflix où on a notre langage. Donc, on sait que si on utilise tel geste, ça veut dire cela, tel mot.
remplacer chaque mot par un geste ou bien par une musique, par des mimes, par beaucoup de choses. Et on voit que les enfants, ils jouent le jeu, ils parviennent à comprendre, ils savent que quand tu poses tel geste, ça veut dire telle chose. Et lui aussi, quand il ne parvient pas à s'exprimer, il peut juste poser ce geste-là. Donc, tu sais que ah, là, ça veut dire qu'on doit discuter. Là, il a besoin de tel ou tel besoin. Et ça permet d'avancer plutôt que de se fatiguer, de s'épuiser et de ressentir finalement sa parentalité comme un fardeau, hein, comme quelque chose de tellement désagréable. Il faut s'amuser. Il faut s'amuser avec nos enfants. Ne pas hésiter à tester, 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 sans Oui, il vouloir faut être cette remettre le maman jeu. parfaite. Faut- Oui, sans C'est vouloir très avoir, important de... comme tu disais, il y a comment l'expert a utilisé quoi, le costume de maman, le manteau de Oui, le parent. manteau de la maman, là, absolument, tout. Voilà. Et que du Ouais. coup, tu te sens finalement englué dans une position, alors qu'en fait, est-ce que t'as pas été une petite fille? Est-ce que t'as pas été une ado? Est-ce que t'as pas été... Est-ce que t'es pas une femme aussi? Tu vois? Donc en fait, faut jouer. On a déjà différentes facettes. Donc jouons avec ça et continuons de jouer avec nos enfants parce que ça fait partie de notre apprentissage. Donc nous aussi, on va continuer de tomber et puis on va remonter et puis on va réessayer et compagnie. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et moi, j'avais envie de vous apporter aussi d'autres documents pour que vous puissiez avancer là-dessus parce que quand on parle de l'enfant roi, là, du coup, ce qui se dégage, c'est la capacité à entendre les émotions de notre enfant et à entendre nos propres besoins aussi. Et donc, j'avais envie de vous apporter deux, trois petits ouvrages. Donc, un, je ne sais pas si vous le verrez, qui s'appelle Au fil des émotions que j'utilise beaucoup pendant les séances, que on peut mettre en musique aussi, vous verrez, c'est assez marrant, pour celles qui sont musicophiles. Et donc, il y a plusieurs émotions. On va avoir la peur, on va avoir la tristesse, qui sont décrites par des petits textes et tout ça. Et l'enfant peut le lire, on peut le lire avec lui et comprendre en fait, et se dire, tiens, qu'est-ce qui t'a rendu triste à tel ou tel moment? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Alors, moi, je mets souvent la musique associée pour que du coup, ils puissent dire, ah bah oui, c'est vrai que là, ça me rend triste. Comment ça se passe encore? Voilà, ça permet de vraiment comprendre ce qui se passe au niveau émotionnel et l'état de votre enfant. Et puis, il y avait, bien sûr, Il n'y a pas de parents parfaits d'Isabelle Filiosa. Voilà. Pour comprendre en fait ce qui nous anime en tant que parents, les contradictions aussi, et puis comprendre que l'histoire de nos enfants et comme je vous parlais du style d'attachement, des besoins, des valeurs, tout ça, en fait ça fait partie de notre bagage éducatif et que voilà l'histoire de nos enfants, elle commence aussi par la nôtre. Hein, quand je parlais de la transparence psychique et compagnie, ça commence aussi par nous. Donc soignons-nous, soignez dans le sens prenons soin de nous pour pouvoir prendre soin d'eux et les accompagner et tout ça. Et puis sortir aussi de la peur de l'enfant tyran à un moment donné. Il y a aussi Grandir avec ses enfants de Nicole Couder. Voilà. Alors ça fait partie de mes préférés, cela, mais le slow parenting pour essayer de se calmer un peu, de se poser en fait. Hein. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans les turbulences et compagnie, mais il y a des choses simples à mettre en pratique avec nos enfants et je pense que voilà, ça fait partie vraiment, autant moi en tant que maman qu'en tant que thérapeute, ça fait partie vraiment des livres sur lesquels je peux m'appuyer, le slow parenting et être parent autrement. Alors là, on parle beaucoup de communication non violente. Donc voilà, ça fait partie des aspects qui sont je pense, importants de regarder et étudier. Et puis on n'est pas là pour se mettre plein de livres. Donc juste 4 ou 5, c'est déjà bien, dont un à faire avec ses enfants. Et puis le dernier point, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, c'est juré avec les filles, ça ne durerait pas plus qu'une heure et demie. C'est que vous avez aussi la possibilité, après cette émission, de prendre rendez-vous avec chacune d'entre nous. En fonction des thématiques qui seront abordées dans This is Our Maternity, on vous offre la possibilité, en fait, d'interagir avec nous et de prendre rendez-vous avec Elodie, avec Annie ou avec moi pour pouvoir approfondir ce questionnement que vous pouvez avoir sur votre maternité en fonction de ce que c'est. Est-ce que ça va être l'estime de soi au féminin? Est-ce que ça va être la périnatalité pure ou est-ce que ça va être la communication saine avec son enfant, les troubles de la communication, les émotions et tout ça avec... Voilà, donc on vous donne aussi cette possibilité de venir donc soit dans le groupe WhatsApp
This is Your Maternity Talk Show, ou alors sur Instagram, vous pourrez retrouver. Et donc, on va dispatcher en fonction, voilà, pour dire, bah, tiens, Annie, je crois que tu as un rendez-vous, Elodie, tu as un rendez-vous, ou moi-même. Voilà, on mettra les liens aussi vers un compte pour que vous puissiez, bah, si vous le souhaitez, approfondir ces questions-là lors de séances. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des choses à apporter pour terminer cette émission? Alors, juste pour clôturer un peu, donc moi, je voulais rappeler aux mamans que oui, on a abordé des thèmes qui sont pas forcément drôles, à savoir les crises, etc. Mais moi qui suis maman d'ado et même quasiment adulte, je peux vous dire que faire de votre mieux, c'est tout ce que vous avez à faire. Parce que aujourd'hui, maintenant qu'ils sont beaucoup plus grands, on parle même de moments où il y a eu des petites crises et ainsi de suite, et on en rigole parce qu'on se rend compte qu'en fait, chacun a été sous le coup de ses émotions, mais que c'est passé en fait. Donc vraiment, comme disait Lucille, ne vous mettez pas la pression. La pression, ça sert à rien. Vous allez juste vous épuiser et vous allez peut-être avoir justement à ce moment-là un comportement qui ne sera pas adapté. Donc vraiment, détendez-vous. Aujourd'hui, c'était pas top, c'est pas grave. Demain, ça ira mieux, ou alors la semaine prochaine, ou je ne sais pas quand. Mais tant que vous faites de votre mieux avec bienveillance, encore une fois, pour vous-même et pour votre enfant, sachez que vous êtes sur la bonne voie et puis que les résultats seront là. Créez une réelle connexion avec votre enfant. C'est tout ce qui compte. Le reste, que ce soit beau ou pas, on s'en fout. C'est pas important, très honnêtement. Voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter par rapport aux mamans qui se mettent la pression tout le temps. C'est une belle balade, en fait, être parent, même s'il y a des hauts et des bas, et des très hauts et des très bas. C'est comme tout. Rien n'est facile. Tout se travaille et tout s'apprend. Wow, merci beaucoup, Annie. Elodie, tu as envie d'ajouter quelque chose? Je dirais aussi que c'est important de se prendre du temps rien que pour soi, même si c'est 5 10 minutes par jour, par semaine, c'est vraiment important de s'autoriser au début de se forcer, quoi, de se forcer à prendre du temps pour soi parce que c'est comme ça qu'on va remplir notre réservoir et après être en capacité d'accompagner nos enfants dans leurs émotions à eux, quoi. Merci. Laura, Ena, Marca, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose, clôturer les choses? Voilà. Merci en tout cas d'être venu ce soir. Je vous laisse la parole pour pouvoir terminer avec votre voix, en fait, de maman. Bon, moi, je vais terminer juste en encourageant chaque maman à prendre le temps pour l'éducation de son enfant, mais vraiment à se donner du temps, en fait, à ne pas se mettre la pression, mais se donner du temps, être ouverte, à expérimenter, à voyager, en fait. Se dire que voilà, c'est tout un voyage. L'éducation de ses enfants, on a tout le parcours à apprécier, qui aura, voilà, c'est surprise, hein, mais voilà, rester ouverte sans se mettre la pression, comme le disait Annie, et comme le disait Elodie aussi, ne pas oublier de prendre du temps pour soi, parce qu'on est avant tout une femme aussi et un être humain, hein, donc ça, on ne doit pas oublier, malgré nos multiples casquettes. Merci beaucoup, Marca. Laura, Ena, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que vous êtes encore là? Vous faites dodo? Peut-être. Peut-être alors. Alors, on va vous souhaiter donc une très bonne nuit. Annie, je te laisse clôturer. Alors, merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Merci également à toi, Lucille. Merci, Elodie. Et puis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau thème qu'on vous annoncera un petit peu à l'avance. Comme ça, vous pourrez préparer vos questions, ce que vous avez à dire. Merci beaucoup, en tout cas. Et n'oubliez pas, ici, c'est vraiment votre safe place dans laquelle vous pouvez vous exprimer. Donc, si vous avez des problématiques, on est là en toute bienveillance et sans jugement pour vraiment échanger autour de ce qui nous importe à nous les mamans. Et si les papas veulent se connecter une fois de temps en temps, ils sont les bienvenus. Ça leur permettra de
d'en savoir plus sur nous, sur notre fonctionnement de maman en général. Vraiment, vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas si vous avez des questions. Comme le disait tout à l'heure Lucille, mettez des commentaires, que ce soit dans le groupe WhatsApp ou alors contactez-nous directement. On est là. Eh ben, à très vite pour un prochain This is Our Maternity. Allez, bye bye. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Soirée.